Janvier 2026. On est au tribunal judiciaire de Paris. Dans les couloirs, dans la salle d'audience, l'atmosphère est lourde, vraiment tendue. On entend des murmures, on voit des piles de dossiers partout. C'est ici, dans ce lieu, que se joue le tout dernier acte d'une affaire qui a profondément secoué l'île de Mayotte. Un procès où les enjeux financiers mais aussi humains sont absolument considérables. Au centre de tous les regards, il y a Vita Mohammadi, que tout le monde là-bas appelle Bavi. C'est l'ancien président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, le fameux SIAM. Et il n'est pas seul sur le banc des prévenus. À ses côtés, son ancienne équipe de direction, mais aussi plusieurs chefs d'entreprise. Tous doivent aujourd'hui répondre de plusieurs années d'une gestion jugée pour le moins opaque et peut-être même frauduleuse. Pour ceux qui accusent, c'est-à-dire le parquet national financier, le PNF, les choses sont claires. Le mot gabégie n'est pas trop fort. Selon eux, entre 2014 et 2019, c'est une véritable mauvaise gestion devenue un système qui aurait rongé de l'intérieur le syndicat de l'eau. Une accusation extrêmement grave qui donne tout de suite le ton de ce procès hors du commun. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut faire un bond en arrière. On repart à Mayotte, sur cette période, de 2014 à 2019. L'accusation décrit un véritable système qui aurait été mis en place au sein même du SIAM. Un système dont ce procès, aujourd'hui, essaie de démonter un par un tous les rouages. Et l'outil principal de ce système, l'astuce centrale, ce serait le fractionnement des marchés. C'est une notion juridique un peu technique, mais en réalité, c'est assez simple. L'idée, c'est de saucissonner un très gros contrat en plusieurs petits lots. Et pourquoi faire ça? Eh bien, l'objectif, c'est de toujours rester sous la barre fatidique des 90 000 euros. Un seuil qui, quand on le dépasse, déclenche obligatoirement des contrôles et des mises en concurrence beaucoup plus poussées. Et quand on regarde les chiffres, l'ampleur du phénomène est assez frappante. Pour les pistes qui mènent au réservoir d'eau, un énorme projet à 7,4 millions d'euros, 97% des contrats auraient été fractionnés. Pour des missions de conseil ou même l'achat d'écrans LED, on atteint carrément les 100%. On parle de sommes colossales qui, de fait, auraient complètement échappé aux règles normales de la commande publique. Mais attention, le point crucial, ce n'est pas juste une question de paperasse ou d'astuce administrative, non. L'accusation soutient que ce fractionnement a permis de nourrir un véritable système de favoritisme au bénéfice d'un réseau de proches. Un système qui était protégé par une sorte d'omerta, une loi du silence, qui n'a été brisée que bien plus tard grâce à une lettre anonyme envoyée au procureur et surtout grâce à la confession d'un des prévenus qui a fini par craquer après des heures de garde à vue. Et au milieu de tous ces montages financiers complexes, il y a une histoire. Une histoire qui incarne de façon très concrète les soupçons de corruption. On l'appelle l'affaire du 4x4 Nissan, un véhicule qui vaut quand même 37 000 euros et qui aurait été offert à un membre de la commission d'appel d'offres. Cette phrase, elle a été prononcée à la barre par l'entrepreneur lui-même et elle fait froid dans le dos. Il décrit ce qui ressemble à un chantage pur et simple, une voiture en échange de plus de travail, plus de marché. Un arrangement qui visiblement a mal tourné. Et l'ironie terrible de l'histoire, c'est qu'il raconte n'avoir finalement jamais eu les marchés qu'on lui avait promis. C'est une petite phrase qui résume à elle seule tout le drame humain qui se cache derrière les grandes mécaniques judiciaires. On retourne maintenant dans la salle d'audience, à Paris. Après des jours et des jours d'audition, d'interrogatoires, de confrontations parfois très vives, le moment du réquisitoire est enfin arrivé. C'est l'heure où l'accusation se lève et demande des comptes. Et il y a eu un moment assez notable. Le parquet national financier a lui-même reconnu qu'il y avait eu des erreurs, des omissions dans l'enquête. Il a même dit qu'elle n'avait pas toujours été à la hauteur. Mais il a tout de suite prévenu de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour le PNF, l'essentiel des charges tient toujours et le système, lui, était bien réel. Et les peines qui sont demandées sont très lourdes. Contre Bavi, qui est clairement présenté comme la tête pensante de tout ce système, le parquet réclame 4 ans de prison, dont 2 fermes. Pour ses anciens collaborateurs, on parle aussi de peines de prison, de très lourdes amendes et de plusieurs années d'inéligibilité. Cette sévérité, elle montre bien à quel point, pour l'accusation, les faits sont graves. Alors forcément, face à ce récit d'un système bien huilé et organisé, la défense oppose une version radicalement différente. Pour elle, on n'a pas affaire à un cerveau criminel. Non, on a affaire à une gestion qui était complètement dépassée, à une incompétence administrative face à une pression politique énorme et à des habitudes déjà bien ancrées. D'ailleurs, même l'accusation a dû admettre une chose, elle n'a pas pu prouver d'enrichissement personnel. Cette phrase, prononcée par l'avocat de Vita Mohammadi, elle résume parfaitement la ligne de défense. Baivin n'est pas dépeint comme un délinquant, mais plutôt comme un homme qui n'était tout simplement pas qualifié pour ce poste.
C'est un argument qui vise à transformer une possible intention criminelle en un simple échec de mandat. D'ailleurs, ce sont les mots que Baivi lui-même a employés à la barre. Et du côté des chefs d'entreprise, la défense part un peu dans tous les sens. Certains plaident l'ignorance en disant qu'avec un simple CAP en poche, ils ne pouvaient pas connaître toutes les subtilités du code des marchés publics. D'autres, comme dans l'affaire du 4x4, se présentent carrément comme des victimes de chantage. Mais ils sont tous d'accord sur un point, si on leur interdit, même temporairement, l'accès aux marchés publics, c'est la mort assurée de leurs entreprises. Et donc, le licenciement de centaines de salariés à Mayotte. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, au-delà de cette bataille juridique, au-delà des arguments techniques, ce procès a une résonance humaine extrêmement profonde. Il pose une question terrible. Quel a été le préjudice pour toute une population, la population de Mayotte? C'est la question centrale. Pendant que l'argent public était, selon l'accusation, dépensé dans des conditions plus que douteuses, les Mahorais, eux, subissaient et subissent encore aujourd'hui des pénuries d'eau dramatiques. Des infrastructures complètement à bout de souffle, des coupures d'eau incessantes, le décalage est saisissant. Et c'est justement pour faire reconnaître ce préjudice, qui touche tout le monde, qu'une partie civile s'est particulièrement battue. C'est l'association Anticorf. Son rôle, c'est de défendre l'intérêt général, de dire que quand on bafoue les règles dans la gestion d'un service aussi vital que l'eau, eh bien c'est toute la société qui en est victime. Pour Anticor, le calcul est vite fait et il est sans appel. Au total, ce serait 17 millions d'euros de marché public qui seraient entachés par toutes ces irrégularités. Une somme qui donne le vertige et qui aurait évidemment pu être investie pour améliorer le réseau d'eau de l'île. Et puis, au milieu de toutes les plaidoiries, un vrai coup de théâtre. La principale victime, le syndicat lui-même, qui a changé de nom pour devenir les Eaux de Mayotte, a suspendu ses demandes de dommages et intérêts. Ses avocats ont expliqué que face aux nouveaux éléments du procès, ils préféraient attendre de voir ce que dira le verdict pénal avant de chiffrer précisément leur préjudice. Une décision qui rajoute encore une couche d'incertitude à toute cette affaire. Au tout dernier jour du procès, juste avant que la Cour ne parte délibérer, l'un des prévenus, l'ancien directeur administratif et financier, a pris la parole. Et ces mots, ils sont lourds de sens. Ils résonnent encore dans le silence du prétoire. C'est un aveu de faute, un regret exprimé publiquement face à la population mahoraise. Et maintenant, le silence a remplacé le brouhaha des plaidoiries. Les prévenus, les avocats, les victimes, et derrière eux, toute la population de Mayotte. Tout le monde est suspendu à une date et à une heure. Le tribunal a mis sa décision en délibéré. La réponse à toutes ces questions, on l'aura le 16 avril 2026, à 10h du matin. L'attente ne fait que commencer,